Malgré tout, en décembre 2021, nous avons une nouvelle fois tenté de nous mettre d'accord avec les États-Unis et leurs alliés sur les principes pour assurer la sécurité en Europe et le non-élargissement de l'OTAN. Tout cela en vain. La position américaine ne change pas. Ils ne considèrent pas comme nécessaire de négocier avec la Russie sur cette question clé pour nous. Ils poursuivent leurs propres objectifs et négligent nos intérêts. Et bien sûr, dans cette situation, nous nous demandons, que faire ensuite? À quoi s'attendre? L'histoire nous apprend qu'en 1940 et au début de 1941, l'Union soviétique a tenté d'empêcher, ou du moins de retarder, la guerre par tous les moyens. Pour ce faire, elle a essayé littéralement jusqu'à la dernière minute de ne pas provoquer un agresseur potentiel, elle n'a pas pris ou reporté les mesures les plus nécessaires et les plus évidentes visant à se préparer et repousser une attaque inévitable. Et les mesures qui ont finalement été prises étaient dramatiquement tardives. En conséquence, le pays n'était pas prêt à faire face à pleine capacité à l'invasion de l'Allemagne nazie qui attaquait notre patrie sans déclaration de guerre le 22 juin 1941. L'ennemi a été arrêté, puis écrasé, mais à un coût colossal. La tentative d'amadouer l'agresseur à la veille de la Grande Guerre patriotique s'est avérée être une erreur qui a coûté cher à notre peuple. Au cours des premiers mois de la guerre, nous avons perdu de vastes territoires stratégiquement importants et des millions de personnes. Nous ne ferons pas une telle erreur une deuxième fois. Nous n'en avons pas le droit. Ceux qui revendiquent la domination mondiale publiquement, en toute impunité et, je le souligne, sans aucune justification, nous déclarent, nous, la Russie, leur ennemi. En effet, ils disposent aujourd'hui de grandes capacités financières, scientifiques, technologiques et militaires. Nous en sommes conscients et nous évaluons objectivement les menaces qui nous sont adressées constamment dans le domaine de l'économie, ainsi que notre capacité à résister à ce chantage impudent et permanent. Je le répète, nous les évaluons sans illusion, de manière très réaliste. En ce qui concerne le domaine militaire, la Russie moderne, même après l'effondrement de l'URSS et la perte d'une grande partie de son potentiel, est aujourd'hui l'une des puissances nucléaires les plus fortes du monde et elle dispose en outre d'avantages en ce qui concerne un certain nombre d'armes de pointe. Il ne devrait donc faire aucun doute qu'une attaque directe contre notre pays entraînerait une défaite et des conséquences désastreuses pour tout agresseur potentiel. Cependant, les technologies, y compris en matière de défense, évoluent rapidement. Le leadership dans ce domaine a changé et changera encore demain, tandis que la conquête militaire des territoires adjacents à nos frontières, si nous laissons cela se produire, se poursuivra pendant des décennies, ou peut-être pour toujours. Et cela constituera une menace toujours plus grande et totalement inacceptable pour la Russie. Aujourd'hui même, alors que l'OTAN s'étend vers l'Est, la situation pour notre pays se dégrade et devient chaque année plus dangereuse. En outre, ces derniers jours, les dirigeants de l'OTAN ont explicitement évoqué la nécessité d'accélérer, de forcer l'avancée des infrastructures de l'Alliance vers les frontières de la Russie. En d'autres termes, ils renforcent leur position. Nous ne pouvons plus nous contenter de regarder ce qui se passe. Ce serait complètement irresponsable de notre part. La poursuite de l'expansion de l'infrastructure de l'Alliance Atlantique, la conquête militaire des territoires de l'Ukraine qui a commencé, tout cela est inacceptable pour nous. Le problème, bien sûr, ce n'est pas la structure de l'OTAN elle-même. Elle n'est qu'un instrument de la politique étrangère des États-Unis. Le problème est que sur les territoires qui nous sont adjacents, je vous le fais remarquer, sur nos propres territoires historiques, une anti-Russie est en train d'être créée, qui a été placée sous un contrôle extérieur total, qui est colonisée de manière active par les forces armées des pays de l'OTAN, et où il y a un afflux d'armes les plus modernes. Pour les États-Unis et leurs alliés,
Il s'agit de ce qui est qualifié de politique de dissuasion de la Russie, de dividendes géopolitiques évidents. Et pour notre pays, c'est finalement une question de vie ou de mort. La question de notre avenir historique en tant que peuple. Ce n'est pas une exagération, c'est la vérité. C'est une menace réelle, non seulement pour nos intérêts, mais pour l'existence même de notre État, pour sa souveraineté. C'est cette même ligne rouge dont on a parlé à plusieurs reprises. Ils l'ont franchie. Par conséquent, il faut parler de la situation dans le Donbass. Nous voyons que les forces qui ont effectué un coup d'État en Ukraine en 2014 ont pris le pouvoir et le conservent, de fait, à l'aide de procédures électorales décoratives et ont finalement renoncé à un règlement pacifique du conflit. Pendant 8 années infiniment longues, nous avons fait tout notre possible pour que la situation soit résolue par des moyens pacifiques et politiques. Tout cela en vain. Comme je l'ai dit dans mon précédent discours, on ne peut pas regarder sans compassion ce qui se passe là-bas. Il n'était tout simplement plus possible de supporter tout cela. Il était nécessaire de mettre fin immédiatement à ce cauchemar, au génocide des millions de personnes qui y vivent, dont le seul espoir est la Russie, dont le seul espoir est en nous. Ce sont ces aspirations, ces sentiments, la douleur des gens qui ont été pour nous le principal motif pour décider de reconnaître les républiques populaires du Donbass. Voilà ce qui me paraît important de souligner davantage. Les principaux pays de l'OTAN, pour parvenir à leurs propres objectifs, soutiennent en Ukraine les nationalistes extrêmes et les néo-nazis, qui à leur tour ne pardonneront jamais aux Criméens, aux habitants de Sébastopol, leur libre choix, à savoir la réunification avec la Russie. Bien sûr, ils iront en Crimée, tout comme dans le Donbass, portant la guerre, afin de tuer, tout comme les punisseurs des gangs de nationalistes ukrainiens, complices d'Hitler pendant la Grande Guerre patriotique, qui massacraient des personnes sans défense. Et ils déclarent aussi ouvertement revendiquer un certain nombre d'autres territoires russes. Tout le cours des événements et l'analyse des informations reçues montrent que l'affrontement de la Russie avec ses forces est inévitable. Ce n'est qu'une question de temps. Ils se préparent, ils attendent le moment favorable. Maintenant, ils revendiquent également la possession d'armes nucléaires. Nous ne laisserons pas faire ça. Comme je l'ai déjà mentionné auparavant, après l'effondrement de l'URSS, la Russie a accepté de nouvelles réalités géopolitiques. Nous respectons et nous traiterons avec respect tous les pays nouvellement formés dans l'espace post-soviétique. Nous respectons et respecterons leur souveraineté, comme en témoigne l'aide que nous avons apportée au Kazakhstan, qui a fait face à des événements tragiques et à un défi lancé à son statut d'État et à son intégrité. Mais la Russie ne peut pas se sentir en sécurité, se développer, exister avec une menace constante venant du territoire de l'Ukraine contemporaine. Je rappelle que dans les années 2000-2005, nous avons riposté militairement aux terroristes du Caucase, défendu l'intégrité de notre État, préservé la Russie. En 2014, nous avons soutenu les Criméens et les résidents de Sébastopol. En 2015, nous avons utilisé les forces armées pour mettre un obstacle sûr à l'infiltration de terroristes de Syrie en Russie. Nous n'avions pas d'autre moyen de nous protéger. La même chose se produit à l'heure actuelle. On ne nous a tout simplement pas laissé d'autres possibilités de protéger la Russie, notre peuple, à l'exception de celles que nous devrons utiliser aujourd'hui. Les circonstances exigent que nous prenions des mesures décisives et immédiates. Les républiques populaires du Donbass ont demandé de l'aide à la Russie. À cet égard, conformément à l'article 51, partie 7 de la Charte des Nations Unies, conformément à l'autorisation votée par le Sénat de la Fédération de Russie et en application des traités d'amitié et d'assistance mutuelle avec la République populaire de Donetsk et la République populaire de Lugansk, ratifiés par l'Assemblée fédérale le 22 février dernier, j'ai décidé de mener une opération militaire spéciale.
Son objectif est de protéger les personnes qui souffrent des abus et du génocide de la part du régime de Kiev depuis 8 ans. À cette fin, nous nous efforcerons de démilitariser et de dénazifier l'Ukraine et de poursuivre en justice ceux qui ont commis des crimes nombreux et sanglants contre des civils, y compris des citoyens de la Fédération de Russie.